Histoire orale de la production intellectuelle en Afrique du Nord. Maroc, Algérie, Tunisie. Merci beaucoup pour l'accueil. J'aimerais vous laisser le temps de vous présenter de la manière que vous souhaitez. Alors je dirais que la Sabah que je suis est née un certain samedi, daté du 18 août 1956, à 8 heures du soir, à Casablanca. Je suis née dans une fratrie où j'étais la troisième, on est quatre. Dans une famille où je dirais de niveau moyen, mais complètement citadin. Mes parents sont tous les deux de Fès, mais mon père avait émigré à Casablanca dans la vague d'émigration des Fessis qui sont partis faire le commerce à Casablanca. Et donc moi je suis née à Casablanca, j'ai grandi jusqu'à 18 ans pour mon baccalauréat à Casablanca. C'est-à-dire étant citadine à 100%, n'ayant jamais mis le pied dans un milieu rural. C'est juste pour vous dire à quel point j'étais loin de Oui. devenir ce que je suis devenu par la suite. Entendu. Vos parents, votre maman et votre papa, qu'est-ce qu'ils faisaient? Alors, mon père était dans le commerce. En fait, mon père n'a étudié, n'est rentré à l'école et directement à Al-Qarawiyyin, à Fès, qu'à l'âge de 15 ans. Parce que, bon, il n'avait pas les moyens, il n'est pas rentré. Son grand frère avait émigré à l'extérieur, à l'étranger, et il leur a dit il faut absolument le mettre à l'école. Donc, il a fait le Qarawiyyin. Et je pense qu'il a dépassé peut-être le certificat, mais à ce moment-là, c'était un bon niveau pour lui donner à enseigner. Donc il a commencé à enseigner à Casablanca. Mais je pense que ce métier de fonctionnaire avec l'État ne lui valait pas du tout, vu son caractère. Il a préféré sortir et pratiquer un peu le commerce. Il était un peu dans le commerce des tissus au début, mais sans magasin. Donc c'était plus quelqu'un qui faisait le commerce de tissus d'un magasin à l'autre. Il achetait, il revendait. Et par la suite, il s'est converti dans l'immobilier. Donc agent immobilier si vous voulez, des fois sans bureau et des fois avec bureau selon ses moyens. Ma maman était femme au foyer, elle a grandi à Fès, dans une grande famille de ces grandes maisons que vous connaissez peut-être, des riads à Fès. Mais elle n'a jamais été à l'école, donc complètement analphabète. Et quand elle est venue à Casablanca pour se marier à mon père, donc elle a vécu dans sa belle famille. Par la suite, on est devenu un peu plus indépendant, on a eu les moyens pour avoir notre petit appartement, si vous voulez. Mais je dois dire que même si mon père, c'est lui qui a été à l'école, c'est mon père qui était la source de revenus, si vous voulez, monétaires, ma mère y était beaucoup. Et dans notre éducation, mais pas seulement l'éducation à la maison, ma mère aidait mon père dans son propre métier. Chaque fois qu'il avait un problème avec les clients, c'est elle qui lui disait, il était tellement sage, elle lui donnait les conseils de comment se comporter, etc. Et de même avec nous. Et c'est elle qui a fait que le peu d'argent qu'il gagne, il ne le dépense pas à droite et à gauche. Et elle était très consciente que nous devons étudier parce que nous n'avons pas notre choix. Parce qu'elle n'a pas étudié et qu'elle voulait qu'on termine nos études, qu'on soit quand même sur une voie c'est-à-dire d'enseignement et pas sortir après le brevet ou des trucs comme ça, même si les moyens de mon père ne le permettaient pas. À plusieurs reprises, il a essayé de sortir ma soeur aînée, par exemple, pour qu'elle aille faire juste institutrice, mais elle a réussi finalement à faire médecine, elle était médecin. Bon, ma soeur, entre-temps, elle est décédée. Et mon frère aussi, il a fait médecine.
Mon plus jeune frère a fait chirurgien dentiste et je suis la seule qui n'a pas fait. En me retrouvant à la nutrition, je rejoins un peu le... Vous vous êtes récupéré. Voilà, je me suis récupérée. Ce qui s'est passé dans mes études, c'est que moi, c'est vrai que c'est une anecdote peut-être, mais moi, l'année où je suis rentrée à l'école, l'année d'avant, les enfants rentraient à l'école publique quand ils avaient 7 ans. Et cette année, jusqu'en octobre, après la rentrée scolaire, l'État a décidé que ça doit être 6 ans. Donc c'est le Mqaddam qui vient frapper à notre porte pour dire à mon père que moi je dois aller à l'école parce que j'avais 6 ans. Et moi je me rappelle, on me dit que tu lui as dit « Ah, c'est maintenant que vous venez ». Moi j'avais besoin d'aller à l'école depuis longtemps. Et donc je suis rentrée à l'école. C'était public, mais mon frère et ma soeur avant étaient dans l'école privée pour la raison qui était prédominante à ce moment-là, qu'on ne va pas dans les écoles faites par la colonisation et qu'on va à les écoles qui ont fait le parti de l'indépendance, les CERLEL, parce qu'on veut dans l'arabité, on est pour défendre le Maroc, etc. Bon, arrivé à moi, ils n'avaient plus les moyens de payer l'école, donc moi je suis allée dans le public. Et je suis aussi la seule qui n'a pas fait l'école coranique et tout ça. Parce que vos parents avaient comment dire, une certaine conscience anticoloniale. Mon père était avec le parti de l'Istiqlal, mais c'était pas quelqu'un qui avait un poste, si vous voulez, dans le parti, mais il était très sympathisant. Donc il y a cette conscience anticoloniale, bien sûr, elle était présente. Non. Hein? Il était aussi militant. Oui, il était militant, il rencontrait les gens, mais bon, il n'était pas allé jusqu'à aller en prison et tout ça. Bon, c'est-à-dire, on venait les chercher à la maison, ils s'enfuyaient, des trucs comme ça. Mon père ayant été à Qarawiyyin, était plus dans cette compréhension de la défense de l'arabité, du Maroc. Alors, ce que je n'ai pas dit aussi sur mes parents, les deux venant de Fès, nos ancêtres sont venus bien sûr de l'Andalousie. Donc, ce sont les gens qui ont quitté Grenade 500 ans avant. Et donc, cette dimension peut-être de l'histoire de la famille a un grand impact, je pense, sur beaucoup de choses, peut-être y compris le physique. Moi, ça me dérange beaucoup quand je vais au marché, on ne me reconnaît jamais comme marocaine. On me dit, toi, tu es espagnol. On vous parle en espagnol. Voilà, oui, je parle en espagnol et en fait, c'est vrai, il y a une sensation un peu bizarre quand je vais à Grenade de me sentir un peu chez moi. Alors, que les parents étaient conservateurs, un peu stricts, pas trop, c'était quoi? Vraiment pas trop. Quand moi je me compare à beaucoup de choses, c'est-à-dire nous étions les familles Fessi qui sont venues de Fès, mais dont une partie de la famille a déjà rencontré des étrangers, et donc ils étaient ouverts. C'est-à-dire quand moi je me comparais à mes camarades de classe, filles que je rencontrais au primaire, au collège et tout ça, et qui me disaient, moi devant mon père, je dois être comme ça, je ne peux pas le regarder dans les yeux, je ne peux pas mâcher du chewing-gum devant mon père, c'est impoli. Nous, on n'a pas connu ça. Nous, avec mes parents, on allait à la mer, on allait à la plage, j'étais en maillot, au bikini, et on sautait avec lui, on allait dans les vagues et tout ça. Pour lui, c'est tout à fait normal. Et ma mère aussi. Mon père, un peu dans la famille, il l'appelait frère parce qu'il allait à la mosquée tout le temps. Il respectait ses prières, il connaissait le Coran par cœur, il avait tout ça. Mais d'ailleurs, quand le mouvement islamiste a commencé au Maroc, lui, il disait, ces gens s'en foutent, ça, c'est pas l'islam que je connais moi. Nous, on était ouverts. Moi, je sortais parfois en mini. Bon, parfois, il fait cette remarque de oh, tu es trop dévêtu ou des trucs comme ça, mais de manière générale, il était très ouvert. Quand on va dans les fêtes, on danse tous ensemble. Lui, il adorait danser et faire la musique. Et donc, c'était un bon vivant, mais pas dans le sens bon vivant. Contre l'alcool, il est contre l'alcool. Bon, peut-être il a fumé un peu de à la maison. Non, pas du tout. Pas du tout. Il était contre. Il était pieux. Mais
dans une vision de l'islam où on était très à l'aise à la maison. On sortait d'ailleurs les quelques fois rares où mon frère aîné, c'est-à-dire ma soeur était l'aînée. Et après mon frère, et quand il avait ce désir, comme beaucoup de garçons au Maroc, d'avoir le pouvoir sur leur sœur, c'est mon père qui lui dit, c'est pas ton affaire. C'est moi ici le papa, c'est pas toi. Et nous, on ne se laissait pas faire. Tu te tais-toi, tu es comme nous, tu n'as pas le droit. Et d'ailleurs, moi, quelque chose qui a grandi avec moi, comment je suis passée après pour être un peu révoltée dans la société, c'est que je me rappelle quand ma mère, on termine par exemple le déjeuner, elle me dit, tu débarrasses la table, tu donnes le café à ton frère. Je lui dis que mon frère, il débarrasse aussi la table, et moi, et à ce moment-là, je n'avais rien, aucune influence de Nawal Saadawi, je l'ai lu bien après. Donc, mais ça, c'était en moi. Je n'aimais pas d'abord mettre cette distinction, garçon-fille, dans les rôles, ni aussi le côté économique. Je ne voudrais pas trop m'étendre là-dessus, mais c'est vrai, c'est quelque chose qui a beaucoup joué pour moi, nous, dans notre famille. Mon père, comme j'ai dit, a commencé à étudier quand il avait 15 ans seulement. Et ses frères sont partis à Dakar à ce moment-là. Beaucoup de commerçants allaient faire leur commerce là-bas. Ils sont devenus riches. Et lui, un peu quand ils lui ont dit tu nous rejoins là-bas, il a dit non, moi j'ai vu ma mère pleurer à chaque fois qu'un fils part. Moi je ne peux pas la laisser pleurer, je veux rester ici. Donc il est resté ici. Du coup, côté économique, on était resté vraiment très limite. Comment est-ce qu'on peut étudier, qu'il nous achète les fournitures scolaires chaque année, ça pesait sur son budget. Et nous, parce qu'on a vécu ce contraste, c'est-à-dire j'allais chez mon oncle et je voyais qu'il donnait de l'argent à ses enfants, et ses enfants avaient tout ce qu'ils voulaient et tout ça. Et nous, il se comportait avec nous, il était d'abord jaloux que nous, on étudiait alors que ses enfants dans des écoles privées très chères et n'ont pas réussi. D'ailleurs, ils étaient exclus de l'école, ils n'ont jamais fait de carrière du tout. Et alors que nous, il venait voir nos bulletins et dit « Wow, félicitations, félicitations », tout le monde avait des félicitations. Et il nous dit « Ah, moi je dépense de l'argent, mes enfants n'ont pas ». Et donc, moi j'ai grandi avec ce contraste dans la famille et ça me faisait très mal. Pourquoi il se comporte avec nous? Enfin, c'est exactement le terme qu'on utilise beaucoup maintenant. Je ne sais pas si vous l'avez ailleurs, c'est le hugra, que vous sentez. Le programme, et je ne l'acceptais pas. Et donc, moi, j'ai grandi avec cette révolte avant d'attaquer les bouquins. Mais justement, des bouquins, il y en avait à la maison? Il y avait des bouquins, c'est-à-dire les bouquins de mon père, c'était d'abord c'était les journaux, c'était l'LM qui ne sortait pas, bien sûr c'est l'arabe, mon père ne lisait pas, c'est-à-dire il déchiffrait le français mais ne le lisait pas, donc c'était plutôt l'LM, et je ne me rappelle plus des bouquins de Hizb Istiqlal, de Al-Fassi, ce genre de bouquins, je ne pense pas que j'ai beaucoup lu de ça. Par contre, dans mon parcours, moi, scolaire, donc comme j'ai dit, moi quand j'ai commencé l'école, je suis rentrée à 6 ans et en retard d'un mois. Je me rappelle que mon premier examen, c'était on faisait un examen à chaque fin de mois. Et quand on m'a donné le résultat, je suis venue en courant chez ma mère lui dire que sur une classe de 33, je suis 32e. Maman, je suis l'avant-dernière. Comme si c'était un exploit, que ce n'était pas la dernière. Et je me rappelle, ça s'est succédé comme ça. Le mois d'après, je suis 10e, le mois d'après 4e, et le mois d'après 1re. Et depuis ce moment-là jusqu'au baccalauréat, j'étais la première. Vous avez fait quel baccalauréat? Alors j'ai fait sciences maths, donc c'est pour ça que je ne suis pas allée en médecine, parce que moi, déjà, on avait une professeure, Madame Masson, très connue dans le collège, qui allait dans toutes les classes et leur dit « J'ai une douée dans la classe telle, elle s'appelle Sabah. » Moi, quand je me promène pour sortir de l'école, tout le monde vient me voir, c'est de toi que parle Madame Masson. Douée dans toutes les disciplines? Dans toutes les disciplines, d'ailleurs, quand je passais au collège, en fin du collège au lycée,
Les profs se sont disputés dans le conseil parce que chacun voulait littéraire. Et la prof de maths, elle a dit hors de question, elle est très douée en maths, il faut qu'elle aille à ce moment-là, la décision c'était sciences ex ou lettres. Oui. Et après la 4e année, c'est-à-dire la première année de lycée, on décide si c'est sciences ex ou sciences maths. Et donc je suis partie en lycée Chawki, qui est un des lycées phares de Casablanca, sur tous les plans d'ailleurs, études, publiques bien sûr, public. Et un lycée de filles, mais un lycée phare. Donc moi j'étais en 4e année sciences expérimentales, mais j'aimais tellement les maths. Et je détestais un peu les sciences naturelles pour la simple raison que quand on faisait les travaux plus pratiques, on nous amenait les criquets et on faisait de la dissection. Et moi je regardais ça, je dis, c'est quoi ce truc-là? On dissèque et puis il y a beaucoup de nomenclature, il faut apprendre ça par cœur. Ça, moi je peux vous dire jusqu'au jour d'aujourd'hui, ma mémoire n'est pas mon fort du tout. Et donc moi j'appréciais les mathématiques parce que ça me laissait décider. C'est moi qui réfléchis, c'est moi qui dis, quand on nous dit qu'il faut apprendre ce théorème par cœur, je leur dis, il faut que je le comprenne. Je comprends le théorème, je le reproduis moi-même, mais pas à l'apprendre par cœur. D'accord. Donc vous passez un bac, en quelle année le bac? Le bac en 74, sciences maths. Là commence l'université de sciences. J'étais sciences maths et on était la seule classe de sciences maths, surtout Casablanca, de filles. Bon, il y avait 2 autres lycées ou 3 autres lycées qui avaient des sciences maths ou sciences technologiques, etc. pour les garçons, mais nous, pour les filles, on était la seule classe, on était 30 élèves, et je dois dire, quelque part, on était trop fiers de nous-mêmes, au point où on circulait dans la rue. C'est un peu une anecdote. Moi, je me circulais avec une amie, et quand un garçon nous draguait dans la rue, on lui dit, toi, tu es bête, tu es sciences maths comme nous, non? Tu l'es pas. Vous avez quel âge à ce moment-là? 18 ans. J'ai eu mon bac en juillet, bien sûr, 1974. C'est-à-dire, c'était un mois avant mes 18 ans. Et alors, qu'est-ce que j'allais faire avec ce bac? Je peux vous dire que bon, la réflexion était plutôt, je voulais quelque chose qui est différent. Qu'on ne me dise pas que ça, c'est les garçons qui font ça. D'abord, je voulais être pilote. Et ma mère ne voulait pas, elle me disait, ben, moi j'ai peur pour toi, maintenant je vais avoir peur quand tu es dans le ciel, je ne veux pas que tu... C'est pas bien. Et moi j'ai insisté, non, parce que pourquoi ils nous disent pilote, c'est seulement pour les garçons? Moi je veux faire. Parce que le jour du concours, je suis tombée malade et j'ai pas pu aller faire le concours, donc j'ai pas passé le concours. Il y a eu quelque chose de très bizarre, j'ai eu une allergie sur mon bras, je pouvais même pas écrire. Donc je suis pas partie, j'ai pas fait le concours. Après, avec mes amis, je suis allée à l'école de marine marchande. J'ai dit, je veux faire marine marchande parce que vous nous dites qu'il n'y a que les garçons. Ils nous disent, impossible, il n'y a pas de... Maintenant, je pense qu'ils prennent plus les filles. Donc, j'ai pas fait marine marchande. Et donc, à ce moment... Et d'ailleurs, j'ai passé le concours de Polytechnique de France, de Paris, mais des filles. Vous êtes allé à Paris? Non, ils sont venus, ils ont organisé le concours à Casa, et j'ai passé et j'ai réussi. Moi, ce qui m'a empêché d'aller à l'étranger, c'est la conscience politique que je commençais à avoir. Il faut dire que ces années que j'ai passées au lycée Chawki, de 72 à 74, étaient vraiment le feu au Maroc. Et à Casablanca, c'était le début du mouvement de la gauche. Il y avait un syndicat qui était naissant, mais un syndicat des élèves. Vous vous rendez compte, des élèves? Moi, je suis venue d'un collège où on était toutes petites. De temps en temps, quand on entendait les grèves ailleurs, on sifflait un peu, mais ça n'allait pas plus que ça. Et ben, ma première année de lycée, je me trouve au lycée Chawki, où on sortait faire la manifestation et on passait dans les couloirs et on mettait du feu dans les salles, et j'étais comme aux anges. C'est-à-dire, comme moi, j'appartenais à ce mouvement alors que je ne le connaissais pas du tout. Je suis tombée dans la politique comme ça. Et donc, en étant dans ce syndicat, je pense ce mouvement des frontistes, qu'on appelait les frontistes à ce moment-là,
était naissant, il recrutait parmi les élèves. Donc j'étais une candidate peut-être facile, comme j'ai dit. Je n'aimais pas les contrats, je n'aimais pas. D'ailleurs, même dans ma famille, quand je leur présente une amie, ils me disent c'est Bint Shkoun, Bint Saïla. Est-ce qu'elle appartient à une grande famille? Je dis non, elle est de Casablanca. Et moi, je détestais ce contraste qu'ils faisaient, que les Farsis pensaient qu'ils étaient supérieurs. Et donc ce sentiment peut-être a fait que j'étais prédisposée. Quand j'ai rencontré ce mouvement des élèves, je suis rentrée avec eux, on allait faire les réunions dans les jardins qui entouraient le lycée Chawki à Casablanca. Et donc du coup, quand j'ai eu mon baccalauréat, qui me préparait pour aller en France, j'ai dit hors de question, je reste au Maroc, je suis militante. Il fallait rester au Maroc. Et donc bon, quand tout ça n'a pas marché, j'ai dit, bon, qu'est-ce que je peux faire au Maroc? Bon, et moi je suis dans les maths et je ne voulais pas la médecine, je ne voulais pas quelque chose où il y a la biologie. Donc c'était l'école Mohammedia des ingénieurs. Donc je suis allée, je me suis inscrite à l'école Mohammedia des ingénieurs, ce qui était peut-être le plus logique. Alors on m'a demandé d'amener mon certificat de baccalauréat, je suis revenue au lycée pour prendre le certificat. Je prends le certificat, je rencontre mon prof de maths, qui était très connu à ce moment-là, parce que c'était lui qui posait les questions d'examen au Maroc, donc il était connu, on le respectait beaucoup, et on le craignait aussi. Il me dit, alors, ça va, qu'est-ce que tu vas faire, toi, demain? Je dis, je vais faire à l'école Mohammedia des ingénieurs. Elle me dit, ah bon, mais le Maroc, c'est un pays agricole, c'est pas un pays industriel. Et il n'y avait que cette réponse de lui qui a fait de moi que, je ne peux pas faire l'école Mohammedia, je dois aller faire l'institut agronomique parce que nous sommes un pays agricole. Et donc je suis venue à Rabat, je suis allée à l'IAV, enfin à ce moment-là ça s'appelait l'Institut national d'agronomie. Alors l'APESA, qui est l'année préparatoire des études supérieures en agronomie, je passe cette année et je me retrouve avec plus de biologie que je n'ai jamais rêvé et que je n'aimais pas du tout. Alors, ils nous demandaient à la fin de l'APESA, vous faites vos choix. Alors le problème, c'est que moi, comme j'aimais les maths et la physique, parmi les options qu'on avait à nous, celle qui n'avait pas de biologie, c'était la technologie alimentaire. Et donc j'ai fait technologie alimentaire. J'avais fait, je pense, premier choix agronomie, juste parce que c'était 6 ans d'études, c'est le cycle long. À ce moment-là, technologie alimentaire, c'était seulement 4 ans. J'ai dit, bon, je suis encore jeune, je ne veux pas faire un circuit court. Bon, il s'est trouvé que, vu les notes que j'avais, je n'étais pas parmi les premiers en agronomie. En technologie alimentaire, puisque c'était plus maths et physique et tout ça, j'étais très bien classée, et donc on m'a pris en technologie alimentaire. Donc vous n'avez pas eu peur de vous casser la gueule, pardon? Si, alors voilà ce qui s'est passé. Donc en APESA, toute l'année c'est presque des concours, c'est beaucoup d'examens, beaucoup de matières. Mais à la fin de l'APESA, nous avions un stage qui s'appelait stage de découverte de la nature. Oui. Alors ce stage de découverte de la nature, je me rappelle, ça se passait le mois de juin. C'est quoi ce stage de découverte de la nature? C'est qu'ils nous partageaient en groupe de 10. Et on va faire une semaine de marche dans la nature. Ils nous lâchaient quelque part. Ils prennent un centre où on va se retrouver après une semaine. Et ils nous plaçaient autour de ce cercle sur un rayon où on est supposé marcher 7 jours et se rencontrer ensemble. Jusqu'à ce moment-là, je n'avais jamais mis le pied sur quelque chose qui n'est pas urbain. Je ne savais pas ce que c'est. Et donc, ils nous déposent, le car part. Et notre groupe de 10 commence à marcher, il commence à pleuvoir et on monte. C'est pas que je n'ai pas accepté, mais tout est nouveau pour moi. Moi, je pense que ce qui m'a laissé aller dans ce sens, c'est le fait aussi que par nature, je pense que j'ai un peu d'aventure en moi, et que j'ai jusqu'à maintenant. J'aime beaucoup toujours découvrir quelque chose de nouveau, aventure, aller vers le mystérieux. Aller vers quelque chose que je ne connais pas. Je n'aime pas les choses simples où on te décrit tout. Non, je ne veux pas comme ça. Et donc, on a fait ce stage, d'ailleurs que j'ai beaucoup, c'est-à-dire, bon,
Je pense que c'est le cas pour tous ceux qui ont fait de l'IAV et qui ont fait ce stage. Ça reste la meilleure chose qui nous a... Alors qu'on souffrait dans le stage. Vous dormiez On dort n'importe où à la belle étoile. On était, nous, à la PESA, on était 6 filles sur 300 élèves. D'accord. Parce que personne, les filles ne faisaient pas IAV à ce moment-là, ne faisaient pas l'agronomie. Donc on était 6 et une a été exclue de la PESA. Donc on est resté 5. Donc moi et ma copine, on est partis dans le même groupe. Donc on était 2 filles et 8 garçons. La première fois où j'ai étudié avec les garçons, c'était à l'IAV. En arrivant à l'IAV, vous rencontrez le rural voilà. Et les garçons. Et les garçons. Et les garçons. C'était vraiment c'était la révolte totale, mais tout est nouveau. Et il ne faut pas oublier aussi qu'à l'IAV à ce moment-là, et comme partout au Maroc, c'est la révolte, c'est les mouvements enfin, les partis politiques. On va revenir sur ces partis politiques dans un petit moment, mais je voudrais juste qu'on finisse pour les études. L'école. Alors, à quel moment vous avez votre diplôme, quel diplôme et ainsi de suite? Voilà, alors donc j'ai fait technologie alimentaire, je l'ai fait en 4 ans. Et quand j'ai terminé ces 4 ans, à ce moment-là, le Maroc avait besoin de cadres ingénieurs en technologie alimentaire. Les industries alimentaires étaient naissantes, industries laitières, sucreries, etc. Ils avaient besoin d'ingénieurs et donc ils payaient très bien les ingénieurs, voitures, fonctions, maisons de fonction et un très bon salaire. Je voyais mes camarades qui ont fait agronomie, qui faisaient beaucoup de stages en milieu rural. Ils entendaient parler de Paul Pascan. Il ne m'a pas enseigné moi, mais je sais, il était là, il était parmi les fondateurs de l'Institut. Et donc je suis allée le voir. Et j'ai dit, Monsieur Pascan, moi j'ai fait technologie alimentaire, je n'ai pas envie d'aller travailler dans l'industrie. Je veux quelque chose qui a relation avec la population rurale, mais je n'arrivais pas à savoir ce que c'est. Est-ce que je peux venir à votre département, aller dans les stages? Je me disais, ça me donnerait l'occasion d'aller vers la population rurale. Ça, moi je pense que c'est une combinaison entre un peu le politique que j'avais dans la tête, c'est bien, je vais aller travailler avec la population, et en lien direct, et ce côté un peu aventure, d'aller vers ce que je ne connais pas et que je ne voulais pas utiliser mon diplôme. Finalement, je ne veux pas de cette technologie alimentaire. Il me dit, mais non, tu ne vas pas venir dans les stages, que tu vas faire? Tu n'auras pas une carrière. Il m'a dit, je vais te dire, au Maroc, nous manquons de nutritionnistes. Il y avait un seul nutritionniste au Maroc qui était dans le département de nutrition humaine à l'IAV, à l'Institut, mais c'était un seul. D'ailleurs, on avait quelqu'un aussi, un deuxième, donné à disposition par la FAO, qui était tunisien, M. Jawedi. Je ne sais même pas s'il est encore vivant ou pas. Le nutritionniste marocain, comment il s'appelait? Monsieur Satara. Monsieur Mbarké Satara. C'est le monsieur nutrition au Maroc à ce moment-là, on parlait que de lui. Et donc Paul Pascan me dit, voilà, on manque, on ne connaît pas. Il m'a dit, moi je fais sociologie, je ne connais pas ce que mangent les Marocains. On a besoin de savoir, on a besoin de gens qui font ça, va en nutrition. Comme ça, et il m'a dit, moi je te propose déjà au début de venir dans un projet, là, à ce moment-là il y avait le projet Chaouia. Tu viendras pour faire une enquête de consommation alimentaire. Vous avez commencé un peu à vous politiser, un peu, et donc si j'ai bien retenu, au début du lycée déjà? Voilà. Au lycée. C'est ça, hein? Au lycée, oui. Vous avez commencé un peu. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce moment-là, de cet itinéraire, pas ce moment précis, mais comment vous avez évolué politiquement? C'est-à-dire qu'au Maroc, à ce moment-là, et particulièrement dans le milieu universitaire et scolaire, il y avait une effervescence quand même politique, dans laquelle il y avait les restes des partis. Donc à ce moment-là, nous, au Front, on appelait les partis réformistes, donc qui étaient le parti de l'Istiqlal, l'Union nationale des forces populaires, à ce moment-là, ce n'était pas le PPS, c'était le PLS, Parti de libération du socialisme. Enfin, qui était Parti communiste, qui a aussi changé son nom plusieurs fois.
Il fallait que j'aille plus vers ceux qui sont plus à gauche. Ça a commencé au lycée, et sans une grande formation intellectuelle. Je commençais à lire, bien sûr, ils nous donnaient des bouquins à lire, des trucs qui étaient rédigés par les différents politiques. Et je lisais, et quand je suis passée à l'Institut agronomique, bon, moi j'étais enfin comme la grande majorité des étudiants, on était internes, donc notre vie c'était l'Institut, ou bien on est en classe, et qui était vraiment, nous, la classe c'était de 8h à midi et de 14h à 18h, et tous les samedis matins, c'est examen de 8h jusqu'à midi. Donc vraiment, on n'avait pas le temps, et je peux dire que même de la première année jusqu'à la fin où j'ai eu mon diplôme, on n'a pas eu un seul, parce que nous on n'avait que le mois d'août, c'est-à-dire on étudiait jusqu'à fin juillet et on commençait le 1er septembre, et même les mois d'août où on devait être en congé, aller voir nos parents, rester dans nos familles, on avait toujours encore des examens à passer, donc on restait dans l'internat, on préparait les examens à passer en septembre avant de passer à l'année suivante. Ce qui fait que c'était 4 ans d'études successifs, c'est-à-dire successifs sans arrêt. Dans ces études, bien sûr, il y a le parallèle des cours et tout ce qui vient avec les travaux pratiques, les stages et tout ça, et bien sûr la politique. L'amphi, moi je me rappelle même en première année où on fait, nous, l'Institut, il faisait ce qu'on appelle le bizutage. Et donc en plein bizutage, à un moment de la journée, on est des bisous et on est commandé par nos ancêtres, les élèves qui étaient là avant nous. Et l'autre partie, chaque fois qu'il y avait assemblée générale, on rentrait, on s'assoit tous à l'assemblée générale, on prenait parole et on discutait politique, les grèves et tout ça. Donc dans cette effervescence, bon, mon choix était clair que j'étais dans ce qui est le plus extrême. Bon, j'étais avec eux. Il faut dire que bon, à ce moment-là, comment dire, la vague de répression a commencé déjà. C'est-à-dire peut-être ils étaient beaucoup plus en vogue avant que moi je n'arrive. Donc quand moi je suis arrivée, c'était beaucoup de discrétion. C'était pas facile de dire ah moi j'appartiens à ce mouvement. Il fallait pas le dire, mais j'étais active dans tout ce que vous pouvez imaginer, les tracts. Distribuer des tracts, participer aux réunions, recruter les gens, les former. Vous lisiez à ce moment-là de la littérature marxiste ou ah oui, puisque oui. Vous étiez extrêmement. Bien sûr. Vous arrivez à trouver le temps pour lire quelques textes. Je lisais, on faisait des nuits blanches, moi-même pour les examens. Il faut dire que moi, quand j'analyse un peu parfois mon itinéraire éducationnel, je dirais que j'étais beaucoup dans les études, et comme j'ai dit, j'étais tout le temps première et tout ça, et arrivé à l'université, la politique a pris le dessus, et je commençais à négliger, au point où d'ailleurs la dernière année, j'ai échoué. Et pourquoi j'ai échoué? Parce que cette année, il y avait une grosse grève à l'Institut. On a fait une grève qui a duré 1 mois. Ils ont fermé le restaurant, on était laissés à nous-mêmes et tout ça. Et pendant cette grève, moi c'est-à-dire dans cette 4e année, on menait en parallèle les cours et un mémoire de fin d'études. Dans ce mémoire de fin d'études, j'avais pris un thème avec un élève avec moi en classe, un camarade de classe. Donc on était binôme. Sauf que moi j'étais politique et lui il était apolitique. Donc quand il allait voir le prof, l'encadrant, il lui dit « Et ta binôme, elle est où ?» Ah, je la vois pas. Je la vois pas. Bon, il devinait que moi j'étais plus dans la politique, moi j'étais dans les manifestations, j'étais dans tout ça. Vous les organisiez, vous étiez parmi un peu oui, j'étais pas dans le comité des élèves, mais j'étais très actif. J'étais très actif. La grève, c'est-à-dire il y avait plein d'anecdotes pendant ce moment-là. C'est que une fois, c'est-à-dire ils avaient amené les trucs de répression, les policiers à l'extérieur de l'IAV, et à ce moment-là, vraiment l'université avait une sacralité où on ne laissait pas les policiers rentrer comme ça. Mais comme la grève a duré
un mois, à un certain moment, même le directeur, il acceptait certaines choses, mais à un certain moment, quand il a vu la grève contre lui, euh, il les a laissés rentrer une fois, et je me rappelle que nous, on était en train de manifester, quand on a vu la police rentrer, on s'est enfui, on est sorti. Alors eux, ils pensaient qu'on est parti dans les chambres, ils sont montés dans les chambres, donc ils ont frappé les gens qui sortaient pas. Est-ce que vous étiez pendant cet itinéraire politique, est-ce qu'il y avait une dimension féministe? Ah oui, bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire que dimension féministe, c'est-à-dire beaucoup dans la littérature. Bon, c'est à ce moment-là que j'ai beaucoup découvert. Pas en termes de lutte. Vous n'avez pas mené des actions avec des revendications féministes? Pas beaucoup. Pas beaucoup, je dois dire. Je ne sais pas si c'est la même chose dans tous les pays du Maghreb, par exemple, mais au Maroc, on reproche beaucoup à ces mouvements de dire que le féminisme, c'est par la suite. Maintenant, il faut résoudre le problème principal qui est la lutte politique, économique et tout ça. Les femmes, comme taisez-vous, c'est pour après. Ce qu'on n'appréciait pas, il y avait des associations, le féministe, mais moi, j'étais plus dans la politique. Donc, c'est vrai que la conscience du statut de la femme était toujours dans la tête, comme j'ai dit, comme je l'ai déjà vécu chez moi, dans ma famille. Ça continuait et je lisais beaucoup de tout. Moi, je me rappelle avoir lu tout ça, la révolution sexuelle, tous ces bouquins qu'on lisait à ce moment-là, bien sûr. Nawal Saadawi, bien sûr. Vous l'avez rencontré à ce moment-là? Enfin, les bouquins, bien sûr. Enfin, je l'ai vu par la suite, elle est venue, mais bon, quand je travaillais déjà. Donc là, on va continuer. Vous êtes à l'IAV, on vous dit nutrition, et à ce moment-là, c'est quoi votre première activité? Vous avez commencé à le mentionner tout à l'heure. Voilà, alors quand j'ai fait cette deuxième, quatrième année, je l'ai fait sur les méthodes de stockage artisanal des céréales et légumineuses au Maroc. Et donc, quand c'était dans la région de Chaouia, donc j'ai travaillé sur ce stockage qui, donc, si vous voulez, c'est une question de technologie alimentaire, mais des technologies traditionnelles. C'était les matmoura, les différentes méthodes que les populations rurales utilisaient pour stocker les céréales et les légumineuses, la région de Chaouia étant le grenier du Maroc à ce moment-là. C'était la grande région productrice de céréales, il fallait les stocker, donc c'était sous le... Donc j'ai fait mon travail de fin d'études sur ça. Mais c'est aussi la nutrition, parce que c'est un peu de la sécurité alimentaire et tout. Et donc, quand j'ai terminé cette deuxième, quatrième année que j'ai faite, j'étais classée quatrième. Donc, j'étais parmi les premiers. Et donc, ils m'ont pris à l'IAV. Donc, c'est comme ça qu'ils m'ont recruté. Donc, je suis restée au département de nutrition. Donc, à ce moment-là, j'étais technologue alimentaire, mais recrutée au département comme élève assistante. Il faut passer ce qu'on appelle l'assistanat, qui est des cours, qui est la pédagogie et qui est un mémoire de fin d'études. Et c'est à ce moment-là où j'ai fait le mémoire de fin d'études sous la direction du même professeur Satara, mais avec le budget du projet Chaouia avec Paul Pascan. Et donc c'est à ce moment-là où j'ai fait l'enquête sur la consommation alimentaire. Si vous pouvez nous dire un peu plus sur l'enquête. Voilà. Qu'est-ce que vous avez fait, avec qui, comment et ainsi de Oui, c'était grâce à Paul Pascan. Il y a un projet qui était beaucoup dans l'agriculture, la sociologie, beaucoup de choses, mais Paul Pascan donnait tellement d'importance à la consommation alimentaire et à la nutrition humaine, ce que je reproche d'ailleurs à beaucoup de mes collègues, même dans l'association Terga, c'est que la conscience de la relation entre la nutrition et le reste de la ruralité au Maroc, ils ne font pas beaucoup le lien. Si les gens augmentent leurs revenus, la nutrition se règle toute seule, ce qui n'est pas vrai du tout. Paul Pascan avait cette grande conscience que c'est un pilier important qu'il faut développer. Et donc il a investi en moi. Donc dans ce projet, il m'a demandé de faire l'enquête de consommation alimentaire. Donc j'ai fait un échantillonnage d'un certain nombre de familles rurales. Vous étiez seule? L'organisation de l'enquête, vous étiez la seule enquêtrice? Attendez, non, je pense que j'ai recruté.
Je recrutais des enquêteurs. Et parce que quand même, c'était, je ne me rappelle plus maintenant, vraiment ce détail, est-ce que c'était 50 familles ou 100 familles, un truc comme ça. Et j'ai fait un questionnaire, Chaouia, c'est la région de Stade, oui. Voilà. Population rurale, que la population rurale. Et c'était une description de la consommation alimentaire. Comme d'habitude, dans tous les questionnaires, c'est d'abord description de toute la famille, les noms et tout ça, leur âge et tout. Et après, on passait à l'enquête consommation alimentaire qui se faisait bien sûr avec les femmes, parce que c'est les femmes qui préparent la bouffe et tout ça. Si, on faisait un peu aussi sur les achats, donc je demandais au monsieur qu'est-ce qu'il achète au souk et tout ça. Et avec les femmes, je prends celle qui cuisine et je lui dis qu'est-ce que tu as préparé. En fait, à ce moment-là, moi j'avais choisi, il faut dire que quand j'ai commencé à faire ce travail, je n'étais pas encore nutritionniste. Vous voyez que je n'avais que quelques cours de nutrition, j'étais seulement technologue alimentaire. Mais donc j'ai commencé cette enquête où je leur demandais ce qu'ils achetaient, l'acquisition alimentaire, et après comment ils la consommaient. Et donc dans mes résultats finaux, ce n'était pas vraiment la quantification de combien ils mangeaient, mais c'était aussi un peu la sécurité alimentaire selon l'année. Et je me rappelle que après, les gens au ministère sont venus me voir. À ce moment-là, c'était la direction de la statistique, le ministère du plan. Ils faisaient une enquête urbain-rurale où il n'y avait pas ce descriptif au niveau familial avec beaucoup de détails. Alors, donc moi, je suis sortie avec, je dirais, dont je me rappelle maintenant, conclusion principale, la région de Chaouia est une région productrice de céréales et de légumineuses, produisent très peu de légumes et de fruits parce qu'il n'y a pas d'eau. C'est une région semi-aride, on dirait. Et donc, du coup, sur les préparations, parce que j'ai fait un inventaire des préparations alimentaires avec les détails des recettes, et je suis sortie avec 80% des recettes sont à base de céréales. Et quand vous arrivez aux légumes, ils les utilisent de temps en temps, une fois par semaine. Quand ils vont au souk, ils vont amener un peu de viande et un peu de légumes, et ils vont faire un tagine. Et le reste est mangé le lendemain. Dans la plupart des familles, ça va être un tagine pendant la semaine, et une seule fois la viande. Et le reste de la semaine, c'est pain, thé et olives. C'est ça ce qu'ils vont manger. Et quand on arrive au mois d'avril, parce que ça aussi était inclus dans mon travail, c'était ce qu'on appelle la pénurie. C'est-à-dire à partir du mois d'avril où la récolte de l'année dernière est terminée, les gens n'ont même plus d'argent pour acheter. Ils n'ont plus de céréales d'ailleurs, même dans leur stock, dans les Tmora et tout ça. Et ils attendent la nouvelle récolte. Et ils n'ont pas d'argent pour acheter les légumes. Et je ne vous dis pas, à ce moment, c'est vraiment, ça s'amenuise d'une certaine manière où les gens vraiment ne mangeaient pas à leur faim. Comment ils font alors? Ils survivent. Ils vivaient de quoi? Ils survivent. Ces pains étaient... Pendant ce moment-là, c'est vraiment, même le pain va se diminuer en quantité. Deux petites questions techniques là-dessus. La première, est-ce que c'était des questions-réponses? Est-ce que c'était une enquête fermée ou ouverte comme on est en train de faire maintenant? C'était les deux. Il y avait des tableaux à remplir. Qu'est-ce que vous avez mangé? Qu'est-ce que vous avez mangé pendant une semaine? Moi, j'étais la pionnière à fabriquer ces questionnaires. Les questionnaires, le tableau, c'est vous. Voilà, oui, bien sûr, c'est moi. Donc ça, c'est une première question. La deuxième, est-ce que combien de temps vous passez chez chaque famille? Est-ce que vous dormiez sur place? Est-ce que c'était des visites ponctuelles? Comment vous faisiez? Non, c'était des visites, c'est-à-dire passer toute la journée, allant de famille en famille, réalisant les enquêtes, et on revient dormir à la... Mais bon, bien sûr, on tisse des relations. J'étais même invitée une fois à un mariage. Donc, on était avec les familles. Et l'acceptation de l'invitation, c'était une manière de prolonger l'enquête ou c'était comme ça, par plaisir? Pour moi, vous savez aussi, c'est la continuité de la découverte du milieu rural. Donc moi, en retour via Paul Pascan au milieu rural dans la région de la Chaouia, pour moi, c'est une nouvelle rencontre avec la population rurale. J'étais tellement enthousiaste
de connaître ces populations dont j'entendais parler par mes camarades à l'IAV et qui, eux, ils avaient accès. Vous n'avez pas été tenté par une thèse plus sciences sociales, plus des choses comme ça? Ben alors, Ça ne vous a attendez, pas je vais vous tenté? dire, bon, ce que j'ai fait pour ce travail donc, qu'on appelait l'assistanat, donc j'ai commencé j'ai fait cette enquête et comme je disais tout à l'heure, venu une bourse à l'Institut, enfin une bourse c'était au Maroc, il y avait un diplôme de, comment on appelait ça, c'était le cours international des sciences de l'alimentation et de la nutrition qui se passait à Gand, en Belgique, et qui était fait une année en français, une année en anglais, et qui amenait les cadres de différents pays. C'est-à-dire une année ceux qui sont francophones, donc une année ceux qui sont anglophones. Et donc l'année où j'ai fait moi, il y avait des gens de l'Amérique du Sud et les autres qui étaient avec moi, c'est Cameroun, Guinée et tout ça. Et j'étais la seule Marocaine. Bon, il y avait un Tunisien aussi. On était les seuls du Maghreb. Le reste de l'Afrique et de l'Amérique du Sud. Et dans ce cours, moi je dois dire dans ce cours qui était un cours international intensif, on a passé 6 mois, mais d'ailleurs certains des gens qui étaient là ont fait valoriser ça comme une première année de master. Moi quand je suis revenue à l'Institut, je l'ai dit à ce moment-là, il y avait le secrétaire général Ferdowsi de l'Institut, il m'a dit non, on t'a envoyé juste pour avoir une idée sur la nutrition, mais le master, non, tu vas aller le faire ailleurs et sans un diplôme. Dans ce groupe d'étudiants, il y avait beaucoup de pédiatres, de technologues alimentaires et tout ça, mais qui avaient tous, parce qu'ils avaient exigé normalement 10 ans d'ancienneté, c'est-à-dire oui, pour que les gens arrivent à donner des choses. On ne vient pas seulement pour prendre les cours, c'est de donner notre expérience. Il n'y avait que le Maroc qui m'a choisi moi parce qu'il n'y avait pas d'autres candidats. Et je ne le remercierai jamais assez pour ça parce que j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris des gens qui participaient, qui parlaient de ces problèmes de nutrition dans leur pays, comment ils résolvaient les problèmes et tout ça. Et les profs qu'on avait avaient tous beaucoup d'expérience dans les pays d'Amérique du Sud, en Afrique et tout ça. Et j'ai appris peut-être là-dessus plus que ce que j'allais apprendre par la suite en master et PhD. Alors le master? Alors le master, donc je suis revenue de la Belgique. Il fallait que je termine mon assistanat pour que je devienne d'abord assistante, parce que je n'étais que élève assistante. Donc j'ai passé l'assistanat, j'ai défendu ce mémoire de fin d'études qui était le travail de Chaouia. Grâce à Paul Pascan, il y avait un projet, j'ai fait un grand travail de recherche avec le bouquin, et d'ailleurs que Paul Pascan voulait que je publie. Et donc, j'ai toujours pas compris cette histoire de master. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un projet à ce moment-là à l'Institut qui s'appelait le projet Minnesota, qui est un projet où des professeurs de l'IAV, des enseignants-chercheurs de l'IAV, pouvaient aller faire ou leur master ou leur PhD en fonction de là où ils sont. Et la plupart des enseignants allaient au Minnesota. Minnesota, donc voilà, aux États-Unis. Et moi, j'étais peut-être la première parmi tous les enseignants de l'IAV qui ont dit « je ne veux pas Minnesota, je veux chercher quelque part où je veux faire la nutrition que moi je veux ». Et j'ai choisi Iowa State University, donc qui est bon, pas loin de Minnesota. Mais vous finissez un master là-bas? Voilà, j'ai fait 2 ans et demi. Bon, normalement un master c'est seulement 2 ans, mais bon, moi au début je n'avais pas beaucoup la langue, donc j'ai pris les cours tout doucement au début pour enfin, améliorer mon anglais. Et puis, bon, peut-être ce qui a aussi retardé, c'est que dans ce programme de master, on était supposé aller aux États-Unis, terminer le cours, faire le mémoire de fin d'études, et on revient avec le diplôme. Moi, quand je suis arrivée à choisir le thème, j'ai dit que je veux faire quelque chose au Maroc. Moi, je ne veux pas faire une recherche aux États-Unis, je veux quelque chose qui peut servir au Maroc. Et la prof que j'avais choisie comme encadrante était beaucoup sur l'éducation nutritionnelle. Elle avait trouvé dans la bibliographie à ce moment-là une publication d'un certain Claudio Schuftan. Et il avait fait une enquête internationale qu'il avait appelée les attitudes des planificateurs
dans les pays en voie de développement vis-à-vis de la nutrition. Ouais. Est-ce que les planificateurs dans le développement étaient conscients de la nutrition, comment ils l'approchaient? Et donc ma prof, quand elle a vu cette publication, elle est venue me voir, elle m'a dit, tu ne veux pas reproduire ça chez toi? Et tu le fais avec les planificateurs au Maroc. Ouais. Et donc moi j'ai dit, oui, je veux faire, donc il faut que je trouve une bourse pour rentrer au Maroc, juste faire parce que ce n'était pas prévu dans le programme de master. J'étais la seule candidate au master qui a choisi de faire sa recherche au Maroc et pas dans un laboratoire aux États-Unis. Ouais. Et c'est pour ça que ça m'a pris 2 ans et demi. Donc je suis rentrée au Maroc, j'ai fait un travail d'enquête aussi, j'avais préparé un questionnaire aussi, où c'était à ce moment-là, c'était comme un QCM. D'accord. Et donc, après ces 2 ans et demi, vous revenez là définitivement? Ah oui, je reviens en institut, c'est-à-dire je continue, c'est-à-dire bon, sur le 2 ans et demi, c'est vrai que j'étais aux États-Unis, je suis revenu juste pour la recherche, je suis revenu, j'ai défendu. Après, à un moment, vous avez voilà, j'ai commencé, j'enseignais, voilà. Et vous vous enseignez en tant qu'assistante, ou toujours élève assistante? Non, non, avec mon master enseignant-chercheur. Donc, je suis rentrée en janvier 86. Donc voilà, je suis enseignante-chercheur dans le département de nutrition. Donc j'enseignais la nutrition humaine, mais côté socio-économique, c'est-à-dire j'enseignais la planification, ce qu'on appelait à ce moment la planification alimentaire nutritionnelle, c'est-à-dire faire la liaison entre les politiques alimentaires et la nutrition du pays, et l'économie, et le développement économique et tout ça. Oui. Et le PhD va venir par la suite en 88-89. Est-ce qu'en allant aux États-Unis, vous êtes parti avec votre sac politique? Et est-ce que vous êtes rentré avec? Oui, 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 bien sûr, c'est-à-dire j'étais la même personne intellectuelle avec mes idées et tout ça. J'étais impliquée aussi aux États-Unis, d'ailleurs, c'est-à-dire dans les amitiés que j'ai liées là-bas, c'était des gens qui sont aussi impliqués avec les mêmes idées. Je me rappelle, on avait créé quelque chose qui s'appelait International Women Organization. C'est-à-dire, dans la petite Iowa, on a créé ce groupe, on était des femmes et des hommes, mais nous, on était militantes pour les femmes, donc on l'appelait l'Organisation internationale des femmes. Parce qu'on était des femmes de différents pays, il y avait des hindous, il y avait moi, marocaine, il y avait des chinoises, il y avait beaucoup d'Américains, des Anglais. Vous êtes rentrés, est-ce que politiquement ça vous a changé, si Il faut que je réfléchisse pour répondre à ça. Est-ce que ça m'a changé? Je pense que ça a forgé ma personnalité. Ça m'a donné un regard plus mixte que ce que j'avais avant. Ça veut dire plus mixte dans le sens où je ne suis pas restée juste dans la théorie. Je leur dis toujours, les États-Unis, c'est le capitalisme nu. C'est le capitalisme qu'on observe dans la rue, c'est le capitalisme qu'on voit dans les supermarchés. Vous voyez les classes à l'œil nu. C'est quelque chose qu'on n'observe pas beaucoup en France ou dans les pays européens de manière générale, parce qu'il y a la sécurité sociale, ça masque un peu les contrastes. Aux États-Unis, on est ingénieur aujourd'hui avec une voiture et une maison et tout ça, et demain on perd son travail, on devient un clochard à la porte d'un immeuble. Ça, je l'ai vu à l'œil nu, et jusqu'à maintenant ça continue, parce que la sécurité sociale n'est pas là. Donc, je pense que le côté pragmatique des États-Unis a joué aussi. Quand on rencontre des gens qui ont fait sociologie en France, c'est beaucoup de paroles, beaucoup de discours, beaucoup de choses. Les Américains, ils vont aller dans les chiffres et tout est numérique, que ce soit en économétrie ou en même la sociologie, elle devient des chiffres. Il y a le côté pragmatique, chiffres et tout ça, et il y a le côté intellectuel des paroles et tout ça. Et moi, j'ai retrouvé ça même en nutrition. C'est-à-dire la nutrition, si vous la voyez avec les Français, à ce moment-là, tout le monde a évolué maintenant. C'était plus, on va parler de malnutrition, d'obésité, mais le côté, si vous voulez, physiologie, et ce qui se passe à l'échelle
micro, ils ne le touchaient pas beaucoup. Oui. Et les Américains ont ce point fort. Est-ce que la chercheuse a continué à avoir cette lecture de gauche ou vous êtes devenu pragmatique et qu'est-ce que vous mettez Non, c'est-à-dire moi je pense, pour moi, expliquer une situation, qu'elle soit économique ou en nutrition ou dans tous ces domaines-là, il faut avoir les éléments pour le dire. Est-ce qu'il faut avoir des chiffres et connaître bien la population et savoir quel est exactement le problème? Ou est-ce qu'il faut dire, de manière générale, dans les pays en voie de développement, ça se passe comme ça. Il n'y a pas de souveraineté alimentaire parce qu'on produit pour l'exportation et ça se termine. Et l'enseignante, elle est toujours de gauche ou elle est de droite ou elle est libérale ou elle est pragmatique? Peut-être tout ça en même temps. Tout ça en même temps, mais pas libéral, non. C'est-à-dire, je défends. Donc, moi, j'enseignais la planification alimentaire et nutritionnelle. J'étais pour parce que normalement, l'État doit rester impliqué dans les grandes décisions du pays, dans le développement économique, dans la résolution des problèmes nutritionnels dans le pays, etc. Le fait, effectivement, que j'ai choisi aussi d'aller vers Tufts University aux États-Unis et qui était très impliqué dans ce qu'on appelait la nutrition internationale, ce qui se passe dans les pays en voie de développement, mais à travers des enquêtes sur le terrain. Et dans le choix du thème, j'ai choisi un thème qui était très en vogue à ce moment-là, qui est l'impact des politiques agricoles et de la commercialisation de l'agriculture sur la nutrition des populations. Oui. Ça, c'est quelque chose qu'en France, ils n'imaginent même pas. Je ne peux pas rater cette occasion. Ouais. J'ai envie de vous poser aujourd'hui, avec le recul et l'expérience et tout ce que vous avez appris dans votre carrière, quel est l'impact des politiques agricoles au Maroc sur la nutrition de la population? Je suis obligée peut-être de partir des résultats de ma recherche, de ma thèse d'État. Dans ma thèse d'État, j'avais choisi, l'intitulé était comme ça, c'était en anglais, mais bon, je vais le dire en français, c'est l'impact économique, alimentaire et nutritionnel des projets de développement agricole au Maroc. Non, en développement agricole, le cas du projet d'irrigation du Locos au Maroc. Le Locos, c'est l'Arrache, donc c'est 200 km au nord de Rabat. C'est une région où il y a eu un grand périmètre d'irrigation. Et moi, je suis venue 11 ans après pour évaluer quel est l'impact de cette irrigation sur la population rurale qui est là. Mon objectif, c'est d'arriver à la nutrition. Mais je suis obligée de passer dans l'économétrie et dans les modèles d'explication par le revenu, l'alimentation, c'est-à-dire ce que mangent les gens, et après comment ça se reflète sur leur état nutritionnel. Seulement dans cette étude en particulier dans cette région, l'impact a été que oui, on est venu avec un grand périmètre d'irrigation. Il y a eu l'irrigation. Les gens avant, ils nous disaient, dans cette région, les gens étaient tellement pauvres qu'ils ne touchaient pas l'argent liquide. Ils avaient des bons pour pour prendre les céréales, pour pouvoir manger. Ce projet est venu, il a fait l'irrigation. Donc, première des choses, il a industrialisé l'agriculture. Les gens qui faisaient juste un peu, à ce moment, dans la région de l'Arrache, ils faisaient beaucoup les arachides, les cacahuètes, et tout ça, ou un peu de céréales légumineuses, mais ils mangeaient, ils avaient des céréales légumineuses, ils les mangeaient. Ils ont enlevé ça, ils ont commencé à faire la canne à sucre, ou la betterave, pour pouvoir alimenter l'industrie. L'industrie sucrière était commençante, il fallait l'approvisionner. Ça, pour le sucre, la même chose se passait pour le lait. Il y a une industrie laitière, il faut l'alimenter en matière première. Donc les gens, même quand ils avaient seulement 1 litre de lait avec sa petite vache, ils couraient au centre de collecte de lait et ils vendaient son lait. Donc du coup, il n'a plus de lait à la maison, les enfants ne buvaient plus de lait. Les gens qui faisaient la betterave à sucre ou la canne à sucre, ils vendaient ça, ils donnaient ça à l'industrie, et donc du coup, leur revenu va venir en termes d'argent liquide, espèces, 1 fois par an, à ce moment-là. Qu'est-ce qui s'est passé dans la famille? C'est-à-dire ça, on l'a observé à l'œil nu, on l'a démontré dans les modèles.
d'économétrie, l'agriculteur, pour la première fois, il a côté. S'il est vraiment très investi dans l'agriculture, il va aller acheter un tracteur pour développer son agriculture. Il peut peut-être construire une maison pour ne pas rester dans le taudis qui était empisé et tout ça. Mais certains, ils allaient à la ville de Larache, qui est proche, dépenser leur argent dans les bars, parce que c'est la première fois où sa poche elle est remplie d'argent. Certains maris ont pris une deuxième épouse à Larache. Je ne veux pas trop m'étaler là-dessus, mais le projet, qu'est-ce qu'il a fait? C'est-à-dire on a amené l'eau, on a industrialisé l'agriculture, on l'a commercialisé. Les gens qui ne touchaient pas l'argent avant, ils avaient de l'argent. Mais il n'y avait pas une infrastructure sociale qui a accompagné ça. Qu'est-ce que c'est cette infrastructure sociale? Les écoles ne sont pas là, il n'y a pas de route. L'eau et l'électricité sont encore défaillants. Mais moi j'ai beaucoup étudié aussi quel a été l'impact sur la femme rurale. La femme, moi j'ai commencé par faire des discussions organisées de groupes, les fameux focus group discussions, avec les femmes et leur... c'est-à-dire quand elles parlent, elles te disent qu'est-ce qu'elle nous a amené cette irrigation. C'est beaucoup de travail. Quand l'agriculture est devenue industrielle, ça veut dire que on a occupation du sol toute l'année. Et donc, parce que l'eau est là. Et donc, il y a une intensification de l'activité agricole. Et donc, du coup, la femme, qui est une main-d'œuvre dans la famille, est devenue très impliquée dans le travail agricole. Donc, elle n'a plus le temps de faire autre chose, de se reposer. Donc, elle était très fatiguée. L'occupation a été un effet aussi sur les enfants. Ça, je l'ai trouvé aussi même avant de commencer mes enquêtes. Une pharmacienne à Larache m'a dit que c'est connu, les femmes du milieu rural de cette région-là, ils viennent à la pharmacie chercher plus un médicament pour dormir les bébés. Parce que quand elle va sur le champ pour travailler, elle emmène son bébé avec elle pour qu'il ne crie pas. Elle lui donne ça pour qu'il s'endort. Et j'ai démontré que ceux qui avaient bénéficié de l'irrigation étaient les mêmes. C'est-à-dire qu'ils avaient les mêmes résultats. Que vous ayez un grand périmètre dans lequel l'État a investi beaucoup d'argent et que vous ayez juste la petite irrigation, l'effet sur le revenu est le même. Mais les gens du bourg, comme ils ne peuvent pas commercialiser par exemple leur lait, parce qu'il n'y avait pas de centre de collecte à côté, ils continuaient à boire leur lait, à manger le fromage, à manger le beurre et tout ça. Donc leur consommation alimentaire était meilleure. C'était vraiment un grand contraste. Vous arrivez sur une famille qui a construit une grande maison, ils ont un tracteur, ils ont tout ça, mais les enfants sont dans un état lamentable parce que la femme déjà n'a plus le temps de faire des préparations alimentaires, elle est tout le temps dans les champs. Les hommes ont pu peut-être investir dans l'agriculture avec un tracteur où ils ont acheté plus de bétail pour l'élevage des vaches. Mais certains, malheureusement, gaspillaient l'argent à l'arrache. C'est-à-dire, ça, c'était connu dans tous les pays en voie de développement. Quand l'agriculture se commercialise, les gens ne savent pas, ils ne sont pas habitués à comment dépenser cet argent. Et ça s'est vu en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie, où les gens passaient, c'est-à-dire là, l'industrialisation et la commercialisation de l'agriculture a entraîné une augmentation de revenus, d'argent en espèces. Quand vous avez l'argent, que vous rentrez au marché et que vous trouvez le premier truc que vous trouvez à acheter, ça va être une vidéo et des cassettes et tout ça. C'est-à-dire les gens, comme disent les sociologues, ils ont besoin aussi de communication. Et très souvent, l'alimentation prend un coup. Et ceci est valable aussi pour... ça se répercute sur l'état nutritionnel des enfants. C'est généralisable sur le reste d'autres régions marocaines. Qu'est-ce que je vais vous dire? Comme beaucoup de choses, au début, il y avait beaucoup d'enthousiasme. D'ailleurs, au niveau du locos, de ce périmètre-là, quand j'ai commencé, il y avait le directeur de l'office, M. Safin. Quand j'ai terminé, bon, parce que ça a pris quand même, vous imaginez, 5 ans, comme tous les PhD, je suis revenue pour redonner le travail
Ce directeur n'était plus là, c'était un autre. Et quand je lui ai présenté le travail, je lui ai dit ce que j'ai fait, il m'a dit, vous savez, madame, nous, on s'occupe de l'agriculture, et pour nous, on a augmenté les revenus. Vous avez vérifié qu'on a augmenté les revenus, c'est bon pour nous. Oui, alors, La nutrition, moi, c'est pas notre affaire. je reviens quand même à votre conclusion. C'est vrai que ça augmente les revenus, mais ça n'améliore pas la nutrition. La nutrition. Est-ce que c'est généralisable? Est-ce que je peux rentrer du Maroc demain en disant j'en ai la preuve, Madame Benjeloun a fait une recherche, elle a fait, c'est vrai, il y a quelques années, mais c'est encore valable. Est-ce que je peux faire ça? Je pense que vous pouvez le faire. Moi je reste convaincue de ça, et sans mener une politique parallèle avec le développement agricole, il faut un développement rural. Dans ce développement rural, vous avez tout. Vous avez l'école, vous avez l'hôpital, vous avez l'éducation nutritionnelle, vous avez la préparation de ces familles à un changement de leur pratique de revenus et tout ça. Pour moi, même le développement agricole doit être vu différemment. Est-ce que ce travail, vos recherches ont été publiées? Est-ce que je peux les trouver quelque part? Oui, ma thèse, elle est disponible aussi. Elle est dans le centre de documentation de l'Institut. J'ai sorti malheureusement seulement 2 articles. Un était dans la revue qui s'appelle Ecology of Nutrition. Ça, elle sort je pense, de l'Angleterre, mais il y a des publications à l'échelle mondiale. Et ça, c'était sur l'impact de la commercialisation du lait sur la consommation du lait et par exemple la couverture des besoins en calcium par la population rurale. Ça aussi, ça a été publié, et j'ai publié aussi, je pense, dans les cahiers de l'alimentation, qui est une revue française. Comment vous expliquez? Est-ce que c'est un truc personnel ou est-ce qu'il y a des contraintes? Pourquoi vous n'avez pas publié davantage? Il faut dire que le problème d'être à l'Institut, enfin je ne sais pas si c'est le problème, c'est qu'on est emmergé de projets et de recherche. Bon, je n'ai pas dit qu'en parallèle avec ça, est-ce qu'il est venu aussi, après ça, c'est mon implication dans beaucoup d'études sur le statut de la femme rurale, au point où lorsque des projets de recherche venaient au Maroc, ils nous considéraient, nous, en tant que chercheurs, enseignants-chercheurs à l'Institut agronomique, meilleurs sociologues peut-être de la condition de la femme que des gens qui étaient à la faculté, par exemple, des lettres, parce que eux, malheureusement, ils n'avaient pas les moyens de sortir sur le terrain. Donc, ils connaissaient la sociologie rurale, mais ils la connaissaient dans les bibliothèques, dans les bouquins. Alors que nous, on avait beaucoup d'accès à la population rurale. Et donc, vous pouvez dire que vous êtes une femme de terrain? Que vous êtes restée surtout une femme de terrain? Ah oui. Vous continuez à aller sur le terrain? Oui, maintenant je suis impliquée dans un réseau au Maroc qui s'appelle RIAM, c'est le réseau des initiatives agroécologiques du Maroc. Et dans ce réseau des initiatives, d'abord, il rassemblait les fermes qui se convertissaient ou ont commencé une agriculture respectueuse de l'environnement, écologique. C'est quoi une agriculture respectueuse de l'environnement? C'est une agriculture qui respecte la diversité. C'est une agriculture qui respecte, qui bannit l'utilisation des intrants, tous les intrants, c'est-à-dire pas d'engrais chimiques, pas de pesticides, de très peu d'eau qu'on peut utiliser. C'est une agriculture respectueuse sur le plan économique de l'ouvrier agricole. Il doit être payé au SMIC ou au SMAG. L'essentiel, c'est de respecter la loi, pas de travail des enfants, le même salaire pour les hommes et les femmes, un certain nombre de choses. Et j'entends un discours de militant. Oui, mais ça, c'est pas seulement moi. Militant? Je le suis toujours resté. Par exemple, un des projets dans lesquels j'étais impliquée, c'est un projet qui s'appelait PDPO, un projet de développement dans l'oriental du Maroc, dans la région entre Oujda et Bouarfa. C'est à la frontière avec l'Algérie. Et ça, c'était sur les nomades.
Et donc moi je travaillais sur la femme nomade, sur ses problèmes, comment elle vit et comment est-ce qu'on peut créer des activités génératrices de revenus pour ce qu'on appelle en anglais l'empowerment, que la femme devient indépendante économiquement et tout ça. Et on avait fait aussi d'autres choses. Bon, maintenant ça revient à loin. Des femmes nomades ou des femmes des nomades? Il faut comprendre que dans ces familles nomades, parfois certaines commençaient à se sédentariser ou parfois le monsieur était polygame, il avait 2 épouses et une femme qui est avec le bétail, qui se déplace avec le bétail, et une femme est en ville pour s'occuper des enfants, de tous les enfants de la famille, pour la scolarisation. Sans son mari ou avec son mari? Ah, le mari, il va entre les deux. Et donc une femme, ce que vous appelez une femme nomade, peut se trouver sans son époux. C'est elle qui est responsable de... Ah oui, ça arrive. Et vous étiez bien reçu? Ça, je ne saurais l'expliquer. Est-ce que c'est question de ma nature ou la méthode que j'utilisais, mais j'étais très bien reçue. J'ai plein d'amitiés dans le milieu rural et maintenant avec cette implication dans l'agroécologie, alors justement, et ça sera probablement ma dernière grande question. Je connais beaucoup de gens qui sont dans cette idée de l'agroécologie. Il y a forcément des gens qui le font par conviction. Et puis il y a aussi, vous le savez forcément plus que moi, il y a un effet de mode. Yes. Favorisé par le financement généralement des grandes organisations internationales qui sont derrière. Est-ce que vous suivez la mode? Non, je vais peut-être dire 2 choses. La première, c'est que ma conviction, moi, en tant que nutritionniste, pourquoi je suis venue à l'agroécologie, je n'ai pas parlé d'une autre phase de mon travail de recherche dans lequel je me suis liée avec un mouvement international qui travaillait sur la transition nutritionnelle. Okay. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Barry Popkin. C'est une grande personnalité américaine qui est en fait un économiste à l'origine. L'organisation internationale. Alors après, on a créé quelque chose qui s'appelle World Public Health Nutrition Association. Okay. Alors ça, c'est la seule association qui organise des congrès, qui refuse le sponsoring de l'industrie alimentaire ou pharmaceutique ou les big pharma ou de tout ça. C'est la seule association que pour devenir membre de l'association, vous signez un mot d'honneur dans lequel vous déclarez que vous n'avez pas de conflit d'intérêt, que vous ne faites pas partie d'une industrie, ni tout ça. Ouais. Et dans cette défense, c'est-à-dire que nous, on est sur la recherche de la nutrition pour tous les pays du monde, mais cette recherche en nutrition ne doit pas être influencée ni par l'industrie alimentaire, ni par l'industrie pharmaceutique. Et donc, bon, vous imaginez que ce n'est pas très facile à faire. Donc, on a eu quand même maintenant peut-être 3 ou 4 congrès, et chaque fois dans des pays, on cherchait plus le sponsoring de l'université, des trucs comme ça, et puis nos cotisations, on paye. Je vais moi dans un congrès, je ne cherche pas qu'un laboratoire me finance ou qu'une industrie alimentaire finance ma participation au congrès, je paye de ma poche. Donc, cette école de recherche, si vous voulez, elle est plus dans contrecarrer cette manière de faire où l'industrie alimentaire a tué la nutrition. Elle a devenu, moi, quand vous allez dans un congrès international où se retrouvent les professionnels, les nutritionnistes, mais qui sont fiers d'afficher une grande banderole qui dit que Coca-Cola hydrates the world, c'est-à-dire c'est Coca-Cola qui hydrate le monde, vous avez envie de pleurer. Comment est-ce qu'on peut autoriser ces gens à dire des choses pareilles lorsqu'ils sont les gens qui produisent les maladies? Ce qu'il y a aujourd'hui comme cancer, comme diabète, comme beaucoup de maladies nutritionnelles et de santé publique sont créées par ce type d'industrie et donc bien sûr c'est anti-nutrition.
Vous ne m'avez toujours pas répondu. Pour l'agroécologie. Non, parce que j'ai sauté Pourquoi ça. vous y allez? Voilà. Pourquoi je suis allée? Parce que, en essayant de faire de l'éducation nutritionnelle, ce que j'ai fait depuis longtemps, quand je vais donner des conseils aux gens, quand je termine ma conférence, toujours les gens viennent me dire on est d'accord avec toi, mais où est-ce qu'on va acheter ces aliments? J'ai fait partie aussi, à un certain moment, du mouvement Slow Food. Pas Oui. bon. Voilà, ça c'est un mouvement. Ça aussi c'était bon. Mais c'est pas seulement la mode. J'y crois qu'il y a quelque chose là-dedans. Donc, à un certain moment, j'ai compris qu'il faut travailler sur l'offre aussi. C'est-à-dire, il ne suffit pas que je dise aux gens ce qu'ils doivent manger, mais je dois travailler à ce que l'offre alimentaire soit aussi saine, c'est-à-dire l'offre soit saine. D'accord. Et donc, quand il y a eu création de ce mouvement au Maroc, de réseau des initiatives agroécologiques, j'ai dit, si je travaille là-dedans comme consommatrice, mais comme consommatrice avertie avec mon bagage de nutrition, je peux apporter mon input pour que on garantit que cette agroécologie marche pour les gens et en même temps qu'elle réponde aux soucis de nutrition, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui améliorer l'alimentation des gens si on ne change pas aussi notre impact sur l'environnement, parce que ça va ensemble. Sinon, demain, on le vit, nous, aujourd'hui, déjà, il n'y a plus de pluie parce qu'il n'y a plus de forêt. D'accord? Donc ça, c'est une première conviction qui est venue par le fait que je sois nutritionniste. Mais le deuxième aspect qui est très important, il y a une grande différence entre l'agroécologie et entre l'agriculture bio. Ce qu'on appelle l'agriculture bio, qui a besoin d'un certificat donné par un laboratoire tierce qui analyse votre sol, il analyse votre plante et vous dit dans votre plante, il n'y a pas de pesticides. Ça, c'est seulement le bio. Nous, en agroécologie, ce n'est pas seulement ça. Nous, on ne défend pas, nous avons notre propre label, enfin un label pas du Maroc, il existe en France, etc. Et dans certains pays, je pense en Tunisie aussi, c'est ce qu'on appelle le SPG. C'est un système participatif de garantie, c'est-à-dire qu'on garantit que le produit est sain et exempt de pesticides, pas par une analyse de laboratoire, mais par nos visites, nous, producteurs et consommateurs, dans ces fermes, en faisant des enquêtes, en respectant, nous avons un cahier de charges, nous avons établi les cahiers de charges, des cahiers de charges ont découlé des questionnaires. C'est quoi le profil de ces fermes ou des gens chrétiens? C'est quoi leur profil? Alors au début, on doit le reconnaître, c'est des gens comme moi, peut-être qui sont issus de l'université, qui se sont convertis à ça, qui ont acheté un petit lopin de terre et qui ont commencé ça. Maintenant, ce qu'on essaie, parce que ça fait partie de nos objectifs, c'est de rayonner sur le milieu rural. Et certaines fermes, voilà, est-ce qu'il y a des paysans qui sont impliqués? Dans la région de Rabat, je pense que nous sommes maintenant à 35 fermes, quelque chose comme ça. Vous êtes sur Rabat pour le moment? Pour le moment, cette année, nous allons faire aussi Marrakech. On a Casablanca aussi. Fès, il y a quelqu'un là-bas qui va commencer à faire des contacts. Il y a un peu vers la région de Oujda. Mais donc, on est encore jeune. On est encore jeune. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Il faut bien commencer un jour. Donc, donc cet aspect, je peux vous dire que moi, dans le mouvement RIAM, je suis celle qui crie tout le temps, il ne faut pas qu'on reste entre intellectuels. Il faut nous faire joindre par la population rurale. Et ça, ce n'est pas facile, parce que les gens nous disent que même ces fermes qui essayent d'appliquer les principes de l'agroécologie, ils recrutent un ouvrier dans la région qui vient et qui leur dit « Comment vous voulez faire ça sans pesticides ?» Non, c'est impossible. Côté irrigation, paf, ils jettent l'eau. Ces gens ont été mal formés, si vous voulez, et maintenant, il s'agit de les convertir et ce n'est pas évident. Je peux assurer que ce n'est pas évident, mais nous avons des exemples de fermes qui ont rayonné autour d'elles. Ces fermes ont constitué des coopératives qui ont inclus les ruraux. En aval, les clients, c'est qui? C'est quel profil? Les profils, la plupart, les acheteurs, c'est les gens de ville. C'est donc un profil d'une classe sociale quand même assez aisée, bien sûr. Oui. Moi, je suis convaincue et je suis pragmatique que c'est le seul chemin pour la nutrition. C'est le seul chemin pour pour l'environnement
pour l'environnement, pour la survie de l'humanité. C'est un chemin qui n'est pas facile, c'est un chemin qui est très difficile. On apprend des choses, on tombe, on se relève, il y a des problèmes. Pour le moment, c'est une niche, ça ne concerne que des producteurs peut-être issus de la ville, la plupart. Ça ne concerne que des acheteurs qui sont un peu aisés. Pour le moment, au Maroc, cette production est très faible, les prix sont plus chers que ce qu'il y a sur le marché. Mais ça va arriver comme en France. Maintenant, le bio, parfois, est même moins cher que le conventionnel. Ça reste un truc de classe sociale. Ça reste, moi, j'ai vu la moitié du temps oui. en France. Je vous assure que la population... Oui. Bien sûr, n'achète pas la même chose ici. On se bataille contre des grands lobbies. Moi, je suis une petite nutritionniste qui a des idées. Je dis des choses aux gens. Et après, sur la télé, passent des grands messages de Coca-Cola ou de n'importe quel grand lobby. On ne m'écoute pas assez, mais ce qui rend ma parole aujourd'hui écoutable, c'est les maladies. C'est que les gens souffrent aujourd'hui. Quand ils voient les cancers, les maladies cardiovasculaires, le diabète et tout ça, et qu'ils comprennent que c'est lié au Big Pharma et c'est lié à l'industrie alimentaire, ils commencent à comprendre. Notre chemin n'est pas facile, mais moi je suis convaincue que c'est le seul chemin. Comment vous êtes financé, votre organisation? Nos cotisations, d'abord. À un certain moment, pour monter le SPG, le système participatif de garantie, on a eu le financement du crédit agricole, ici. En fait, pas du crédit agricole, de la fondation du crédit agricole. Vous savez, c'est une banque agricole, mais qui a une fondation, et donc qui soutient l'agroécologie, et donc elle nous a financé dans les... Vous recevez des financements des organisations? Pas beaucoup, mais il y a des choses dans lesquelles on s'implique parfois, des webinaires, tout ça, dans lesquels la FAO est présente. La FAO a aussi ses problèmes, mais la FAO est parmi les organisations qui a écrit noir sur blanc que l'agroécologie est capable d'alimenter la population mondiale. Il me reste deux questions. D'accord, allez-y. La première, c'est que, et pas seulement par esprit de provocation, en revisitant un peu de mon enfance et d'autres villages isolés où l'agriculture est restée un peu plus ou moins comme avant, ce qu'on nous vend aujourd'hui sous l'emballage agroécologie, permaculture, tous ces mots un peu difficiles que en général on les connaît beaucoup plus en français qu'en arabe ou même en berbère. C'est pas du tout destiné à la population locale. Mais ce que moi je découvre, c'est que l'agroécologie, c'est une pratique super ancienne. Oui, bien sûr. Même en France, elle était super ancienne. Donc d'abord, c'est cette petite agriculture dont vous parlez et qu'on appelait Bildi, etc. Malheureusement, certains d'entre eux sont aussi touchés par les pesticides et tout ça, et très mal utilisés parce qu'ils utilisent de grandes doses, parce qu'ils savent ni lire ni écrire. Nous, quand on veut, par exemple, travailler sur les semences, parce que nous avons besoin de semences locales pour nous débarrasser de Monsanto et de ce qu'ils produisent, on part dans la montagne, on cherche les semences qu'ils utilisaient avant et on essaye de les développer parce que si vous voulez que ça soit utilisé par un plus grand nombre, il faut qu'il y ait plus de semences parce que sinon, qu'est-ce que vous allez cultiver? Donc je suis d'accord avec vous. Cette partie, c'est-à-dire, moi je ne dis pas que l'agroécologie est une révolution qui nous est venue de France. Il y a des choses qu'on avait. Et parmi les chercheurs qui sont impliqués avec nous, il y a des gens qui ont travaillé sur ces gens-là et on voudrait bien les récupérer et on voudrait bien qu'un jour, eux aussi, ils pratiquent, qu'ils rentrent avec nous dans le réseau. Mais tout ça, ce n'est pas facile, ça ne se fait pas de manière automatique. Ça me brûle la langue, j'ai envie de vous provoquer encore. Allez-y. Est-ce que au quotidien, votre vie privée, au quotidien, là on est au mois de février, on était au mois de janvier, est-ce que vous êtes capable d'aller acheter 1 kilo de tomates pour faire une salade de tomates en cette saison? Je ne savais pas de vous piéger. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai trouvé la solution pour moi, pour mon mode de vie. Quand j'ai besoin de m'approvisionner en légumes et fruits,
Je vais dans cette ferme, chez cet ami, et son ouvrier agricole est debout avec moi, et on voit de champ en champ, de parcelle en parcelle, et il me dit tu veux ça, tu veux ça, tu veux ça. Donc je remplis mon truc, on le met sur le panier, sur la balance, et je paye au kilo, ce qui est parfait. Moi, même mieux que le panier qui parfois vous amène des choses dont vous n'avez pas besoin, seulement parce que la ferme les produit. Est-ce qu'il couvre tous mes besoins? Non, parce que cette ferme n'a pas été faite pour moi. Elle ne produit que les choses de saison, donc bien sûr, il n'y en a pas. D'ailleurs, je suis contre, même en nutrition, cette pratique qu'on appelle orthorexie en nutrition. Les gens qui deviennent malades, qui ne vont même pas dans le restaurant parce qu'ils ne peuvent rien manger, il faut que tout ils le fassent eux-mêmes. Non, je ne veux pas devenir malade. Non, Malade mentale. Voilà, non. C'était parce que. Non, c'est-à-dire que par rapport à l'approvisionnement, j'utilise le marché alimentaire tel qu'il existe aujourd'hui. Tout ce que je peux m'approvisionner en agroécologie et pour aider ces gens, parce que nous, on appelle ça un achat militant, et en même temps pour couvrir mes besoins de manière saine. Quelques produits, je les prends dans le conventionnel, et bien sûr, oui, dans mon corps, sûrement, j'ai plein de pesticides. J'en ai, mais nous avons un objectif, nous avons un but, il n'est pas encore réalisé aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui a réalisé son objectif au début. Merci beaucoup. Merci à J'étais vous. ravi de faire cette interview avec vous. Merci. Merci de m'avoir permis de revoir ma vie, que j'ai un peu oubliée.